Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de continuer aujourd'hui avec vous l'exploration de ce programme de cours en nutrition et santé publique. Et nous allons aujourd'hui parler des grandes études françaises, en tout cas de certaines grandes études françaises, dans le domaine de l'épidémiologie de la santé publique autour de la nutrition. Donc en passant de Suvimax à Nutrinet Santé, évidemment je vais mettre l'accent sur les études qu'on a menées au laboratoire, et ce qu'elles ont pu apporter en matière de connaissances sur les relations nutrition-santé, avec une vision, au-delà de la vision scientifique et résultats de recherche eux-mêmes, un peu, vous soyez dans les coulisses de ces études, de la manière dont on les construit et de finalement toute la logistique qu'on met derrière pour mettre en place ces études épidémiologiques. Alors on a vu la dernière fois, dans le premier cours, la manière dont on construisait les preuves scientifiques en matière de lien entre alimentation, activité physique, donc nutrition au sens large, et santé. Donc pour ceux qui ont suivi le premier cours, il y a cet iceberg où, in fine, on a accès finalement à la recommandation de santé publique que l'on voit, donc c'était les au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, par exemple, et l'idée, c'était vraiment de montrer derrière tout ce qu'il y avait en amont pour pouvoir arriver à cette recommandation, à ce niveau de preuve fort qui était que les fruits et légumes nous protègent contre un certain nombre de maladies chroniques. Et à la base de cet iceberg, on retrouve toutes les études, les études scientifiques de différents types. On avait vu des études expérimentales, des études chez l'humain, donc épidémiologiques, des essais randomisés, qui ensuite étaient prises ensemble dans des synthèses, dans des revues systématiques, des méta-analyses pour faire la synthèse de l'ensemble des connaissances. Vous avez dans la salle Teresa Nora qui a dirigé de nombreuses années le WCRF, le World Cancer Research Fund, à l'Imperial College, les aspects méta-analyses dont on a parlé la dernière fois, pour faire la synthèse des relations nutrition-cancer. On a après ces résultats de recherche qui sont pris en compte dans le cadre d'expertise collective qui vont statuer sur les niveaux de preuve, et c'est une fois qu'on a tout ça qu'on arrive aux recommandations de santé publique. Donc c'était simplement pour vous remettre dans le contexte et vous montrer que les études originales de recherche, et notamment les études épidémiologiques, sont le socle de tout ce processus, et donc on va en voir quelques exemples aujourd'hui. Alors, des études sur les relations entre nutrition et santé, il y en a beaucoup dans le monde. Toutes ne sont pas listées là. J'ai mis ici une carte avec certains sigles de ces études-là. Il y a des études très connues, notamment aux États-Unis, dans les études historiques, la Nurses Health Study, par exemple, 1 et 2, la Health Professional Follow-up Study, donc les infirmières ou les médecins américains. Ça fait partie des études très, très connues dans ce domaine-là. Et on en a effectivement aussi en France, et on va focaliser ce cours-là sur les études françaises, et notamment donc, des études de différents types, Suvimax et Sufolom 3, qui sont des essais contrôlés, randomisés, et puis l'étude Nutrinet Santé, la cohorte Nutrinet Santé qu'on conduit actuellement dans l'équipe. Et le séminaire qui viendra juste après, avec le professeur Elio Riboli, nous permettra d'élargir à l'Europe avec la présentation de la cohorte européenne EPIC, qui réunit 10 pays européens, et notamment vraiment centré sur les relations entre nutrition et cancer, et maintenant aussi d'autres pathologies. Alors si on commence avec Suvimax. Alors Suvimax, donc l'acronyme signifie supplémentation en vitamines et minéraux antioxydants. D'un point de vue technique, il s'agit d'un essai contrôlé, randomisé en double aveugle pour tester les effets de vitamines et minéraux antioxydants dans la prévention des cancers et des maladies cardiovasculaires. L'idée, c'était vraiment de tester l'impact d'une supplémentation, donc vraiment avec des comprimés, de micronutriments antioxydants. On avait de la vitamine C, vitamine E, bêta-carotène, zinc et sélénium, à dose nutritionnelle, j'y reviendrai, c'est un point important, et donc tester l'impact de cette supplémentation sur l'incidence des cancers, des maladies cardiovasculaires ischémiques et sur la mortalité. Plus largement, et vous verrez qu'il y a d'autres travaux qui ont ensuite découlé de cette étude-là, l'idée était de constituer une grande base de données qui pourrait servir plus généralement à l'exploration des relations entre nutrition et santé. L'investigateur principal, PI en anglais, Principal Investigator, est le professeur Serge Herzberg, qui a mis en place cette étude dans les années 90, donc ça a démarré en 1994, avec la phase essai d'intervention elle-même qui a duré jusqu'en 2002,
et puis un suivi qui s'est poursuivi encore plusieurs années et qu'on peut encore maintenant poursuivre en explorant, avec un lien notamment avec les bases du CEPI-DC, donc les causes de décès, où on peut avoir toujours une information sur le statut vital au moins des participants, si ce n'est leur état de santé plus généralement. Alors, si on fait un bond 40 ans en arrière, donc au démarrage avant la mise en place de cet essai Suvimax, qu'est-ce qu'on savait à l'époque? C'est un on général. Je m'inclus dans le on puisque je fais partie de cette équipe. J'ai eu la chance de prendre la suite du professeur Serge Herzberg à la direction de l'équipe. Mais là, j'étais au collège à ce moment-là, donc c'est vraiment un on général. C'est vraiment eux qui ont mis en place cette étude. Donc ce qu'ils avaient comme information à la base, les chercheurs, avant de mettre en place Suvimax, c'était des travaux expérimentaux, tout d'abord. Donc des travaux expérimentaux qui, à cette époque-là, avaient déjà mis en évidence des composés qu'on appelle radicaux libres, qui sont des dérivés actifs de l'oxygène et qui sont des molécules par nature instables et qui, du coup, pour se stabiliser, vont aller se fixer à différentes parties des cellules, donc aux membranes cellulaires ou à de l'ADN, ou oxyder certains lipides dans notre organisme et donc créer des dommages à différents niveaux dans notre organisme, créer un stress oxydant qui peut conduire d'une part à donc l'athérogénèse et donc à des maladies cardiovasculaires et également à des processus de cancérogénèse, donc in fine à des cancers. À cette époque-là, des molécules de type antioxydant avaient également déjà été mises en évidence, donc notamment le bêta-carotène, la vitamine E, vitamine C, le sélénium et le zinc, comme pouvant contrecarrer ces effets délétères de ces radicaux libres, notamment en se fixant à ces radicaux libres et en les stabilisant, et donc en évitant qu'ils créent ce stress oxydant et ces dommages au niveau de l'organisme. Il y avait également, à l'époque, déjà des études épidémiologiques chez l'homme qui avaient été conduites, et notamment des études de type observationnel. Donc, si vous vous souvenez, on n'intervient pas du tout sur le comportement des personnes, sur la manière dont ces personnes s'alimentent, là en l'occurrence, et on observe la manière dont ça se passe avec différents types d'études, les études écologiques, cas témoins ou cohortes, donc on va voir quelques exemples ici. Dont on avait à peu près 300 études dans la bibliographie à ce moment-là, dont 80% suggéraient des effets protecteurs d'un ou plusieurs groupes de fruits et légumes ou d'apport en vitamines ou minéraux antioxydants ou bien de statut sanguin, statut plasmatique en ces antioxydants, donc effet protecteur vis-à-vis du risque de cancer et de maladies cardiovasculaires. Alors le mot effet, justement, je me corrige tout de suite, on n'a pas le droit d'employer le mot effet puisque ça implique un lien de causalité. Ici, on était vraiment dans les études d'observation, donc on voyait des associations entre ces expositions aux antioxydants et un risque plus faible de ces pathologies. Alors comme quelques exemples d'études, notamment écologiques, qui existaient à l'époque, de nombreuses études montraient, quand on comparait la consommation de fruits et légumes par tête, donc per capita au niveau d'un pays ou d'une région par exemple, on voyait que dans les régions qui en consommaient le plus, on avait des taux d'incidence plus faibles de différentes pathologies, aussi bien au niveau cardiovasculaire que cancer. Et vous voyez ici quelques références de ces grandes études écologiques à l'époque qui ont permis de lancer l'idée que ces fruits et légumes, ces antioxydants pouvaient protéger contre ces pathologies. Il y avait également des études de type cas témoin. Donc, comme leur nom l'indique, on comparait ici un groupe de personnes atteintes d'une pathologie en particulier. Donc là, ici, dans cet exemple, il s'agit du cancer du sein. Et on comparait leur niveau de consommation à l'instant T, ici en fruits et légumes. Et donc ça, c'est une étude à l'époque publiée par Antonia Trikopoulou en Grèce, qui comparait les quintiles de consommation de fruits et légumes entre des cas de cancer du sein et des témoins, et qui montrait très nettement, vous voyez ici une relation dose-effet dans cette étude, avec un risque ici qui est la catégorie des petits consommateurs de fruits et légumes qui était prise comme référence, donc un odds ratio égal à 1 par convention, et on voit ici une diminution du risque d'être dans le groupe des cas, plus la consommation ici de légumes et ici de fruits augmentée. Donc on voit ici un lien dans cette étude cas témoin.
Il y avait également des études de cohorte, je ne vous les montre pas toutes, je vous montre juste voilà, quelques exemples emblématiques qui montraient, ici donc on est chez des, donc aux États-Unis, à Chicago, dans la Western Electric Company, des personnes suivies pour leurs apports alimentaires, et notamment on mesurait ici les apports en caroténoïdes, en lien avec l'incidence de cancer du poumon. Et là aussi, vous voyez une belle relation dose-réponse avec un risque le plus élevé parmi les plus faibles exposés, enfin ceux qui étaient le plus faiblement exposés à ces caroténoïdes, et une diminution du risque plus on allait vers les grands consommateurs de caroténoïdes dans cette étude. Autre exemple ici, donc là on s'intéressait aux apports en vitamine E en lien avec la mortalité par coronaropathie. Cette étude-là a été menée en Finlande avec un suivi de plus de 5100 participants de 30 à 69 ans. 14 ans de suivi, et on voit ici aussi ces différentes manières de présenter les résultats. On retrouve les risques relatifs dont on a parlé la dernière fois, avec ici le groupe de référence étant les plus faibles exposés donc, à la vitamine E, et puis une réduction du risque, et notamment ici significative, chez les plus forts exposés à la vitamine E, notamment ici chez les femmes. On avait également déjà à l'époque quelques essais contrôlés randomisés qui avaient été menés et qui donnaient déjà des informations importantes, intéressantes sur l'impact. Et là, on peut vraiment parler d'impact et d'effet quand on est dans ces études-là, essais contrôlés randomisés, puisque si vous vous souvenez, étant donné qu'on partage en deux de manière aléatoire, en deux ou plus, les participants, qui vont un groupe recevoir une intervention et l'autre groupe recevoir un placebo, on a éliminé, en tout cas on espère au maximum, les fameux facteurs de confusion qui peuvent venir biaiser la relation qu'on étudie. Et donc on a des arguments plus forts en matière de causalité, donc on peut ici parler d'effets dans ces études-là. Ici, il s'agissait d'une étude menée en Chine sur plus de 29 000 participants qui avaient reçu, cette fois-ci on intervient, là, donc ils ont reçu par comprimé du bêta-carotène, de la vitamine E et du sélénium, avec une surveillance et un essai pendant 5 ans et quelques. Et ils ont observé dans cette étude, en tout cas, une réduction de la mortalité dans le groupe intervention versus le groupe placebo. Mais là où le tableau se complique, c'est que de manière à peu près simultanée, d'autres études, notamment 2 grandes études, ont été conduites et qui ont donné des résultats divergents, en tout cas différents des premiers. La première qui fait référence, c'est l'étude ATBC pour alpha-tocophérol, donc vitamine E, et bêta-carotène, qui a été conduite en Finlande, donc sur plus de 29 000 participants. Et donc là, l'hypothèse, c'était, étant donné que notamment là, le bêta-carotène, la vitamine E, ces antioxydants peuvent protéger des dommages de ces radicaux libres, de ces agressions qui peuvent notamment être causées par des agressions de type exposition à la fumée de tabac ou d'autres agressions externes, eh bien, on va prendre des personnes qui ont plus de risques de développer un cancer du poumon, pour voir si ces antioxydants peuvent les protéger vis-à-vis de ce risque de cancer du poumon. Et donc, ils ont sélectionné exprès des fumeurs âgés de 50 à 59 ans, et ils leur ont donné une supplémentation en bêta-carotène, donc 20 mg par jour, et ou en vitamine E, 50 mg par jour, avec une surveillance, un essai qui durait donc de 5 à 8 ans, et évidemment une hypothèse d'effet protecteur. Sinon, de toute façon, ils n'auraient pas mis en place cet essai-là et puis n'auraient jamais obtenu les autorisations éthiques à l'époque. Mais, et c'est pour ça que cet essai, ces 2 essais-là dont on parle vont faire référence, c'est que bien, les essais ont dû être arrêtés de manière prématurée parce qu'au lieu d'un effet protecteur de la supplémentation versus le placebo, ils se sont aperçus au contraire d'une augmentation de l'incidence du cancer du poumon, donc plus 18%, et également des cardiopathies ischémiques, ici plus 11%, dans le groupe supplémenté en bêta-carotène versus placebo. Et puis, pareil, dans le groupe vitamine E, augmentation de l'incidence des hémorragies cérébrales, ici 50%. Donc là, c'était vraiment un pavé dans la mare à l'époque, qui commençait à jeter un petit peu le doute sur le bénéfice à tout prix des antioxydants par rapport à ces pathologies. Là où le doute a été encore plus renforcé, c'est que finalement, simultanément et dans des populations totalement différentes dans 2 régions du monde, là maintenant on est aux États-Unis, avec l'étude CARET, résultats qui vont dans le même sens et qui du coup renforcent ce questionnement. Donc là, cet essai CARET a été conduit sur plus de 18 000 grands fumeurs ou exposés à l'amiante, donc toujours en recherchant
à la base exprès des personnes qui avaient un plus fort risque de développer un cancer du poumon et donc on espérait protéger avec ces antioxydants. Donc, même design, essai contrôlé en double aveugle versus placebo. Et eux ont reçu une supplémentation donc, de 30 mg de bêta-carotène et 25 000 UI, donc pour unité internationale de vitamine A. La surveillance a duré 4 ans. Et donc, au fil des 4 ans, donc, en tout, 388 nouveaux cas de cancer du poumon ont été diagnostiqués. Et en fait, là aussi, le risque de développer un cancer du poumon était plus élevé dans le groupe supplémenté versus le groupe placebo, avec aussi une augmentation, mais cette fois-ci non significative, mais vous voyez, pour ceux qui connaissent un petit peu les statistiques, une p-value à 0,06. En général, on retient un seuil de 0,05, donc on n'est pas loin de la significativité, donc ça a alerté également par rapport à la mortalité cardiovasculaire, là aussi dans le groupe traité. En parallèle, donc, un autre essai, Physician Health Study, cette fois-ci aux États-Unis, qui, sur 22 000 et quelques médecins, a testé une supplémentation de bêta-carotène, donc 50 mg par jour, mais un jour sur 2, versus placebo, et qui, là, n'a pas mis en évidence ni d'effet protecteur, ni d'effet délétère. C'est vrai que j'aurais pu mettre les chiffres, mais en tout cas, voilà, il n'y avait aucune différence significative au global, ni sur les cancers, ni sur les événements cardiovasculaires. Et cette fois-ci, point important à souligner, il n'y avait que 11% de fumeurs dans cette population. Donc, finalement, au moment de mettre en place cet essai Suvimax, il y avait une littérature assez interpellante, avec vraiment de vraies questions sur les effets de ces antioxydants. Des essais contrôlés randomisés sur des populations à haut risque de développer un cancer du poumon ou des maladies cardiovasculaires qui avaient testé des effets de supplémentation à forte dose n'avaient pas permis de mettre en évidence de bénéfices réels. Et voire dans certains essais, CARET ATBC en l'occurrence, chez les fumeurs ou exposés à des risques professionnels comme à l'amiante, ces essais-là avaient même rapporté un risque plus élevé. Ce qu'il faut avoir en tête, et on le rediscutera, mais c'est que dans l'essai CARET comme ATBC, les doses qui ont été données étaient des doses très fortes, dites pharmacologiques, c'est-à-dire très éloignées de ce qu'on peut trouver dans la vraie vie si on consomme des fruits et légumes, nos au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. On n'atteint pas du tout des doses comme celles qui ont été données ici par supplémentation. Et ça s'en est ressenti d'ailleurs au niveau des taux sanguins de bêta-carotène ici par exemple, qui étaient mesurés, qui étaient contrôlés au début, avant l'intervention, et puis après au fil de l'intervention. Et entre le début et puis quelques années après, il y avait une multiplication par 18 des taux sanguins de bêta-carotène dans ATBC et par 12 dans CARET. Donc vous voyez qu'on n'est plus du tout dans une situation physiologique telle qu'on peut l'atteindre avec nos fruits et légumes. Donc de ces constats est née l'idée d'essayer de tester plutôt l'impact d'une combinaison de micronutriments antioxydants, avec l'idée en plus que la combinaison, il pouvait y avoir des synergies potentiellement bénéfiques de ces antioxydants, à dose nutritionnelle, et donc en restant finalement, en essayant de mimer ce qu'on pourrait avoir avec une consommation régulière de fruits et légumes et une alimentation équilibrée, et pas en essayant de mettre des doses extrêmement fortes, en population générale, pour à la fois essayer d'avoir une efficacité de cette intervention, mais également garantir l'innocuité. Donc le design de l'essai Suvimax, c'est vraiment donc, essai contrôlé, randomisé en double aveugle versus placebo. 13 017 participants ont été inclus, randomisés en 2 groupes, donc ça veut dire répartis de manière aléatoire, l'un recevant les antioxydants à dose nutritionnelle. Donc vous voyez, par rapport aux 50 ou voire même 20-30 mg de bêta-carotène par jour, là on est à 6 mg, donc nettement plus proche. L'apport recommandé en France est de 4,8 mg, donc on est dans des doses qui sont dites nutritionnelles. Et donc pareil sur la vitamine C, donc l'apport recommandé est à 110, vous voyez que là on est à 120 mg, vitamine E, zinc, sélénium. L'autre groupe recevant un placebo avec des gélules qui étaient strictement à l'extérieur identiques, impossible de savoir à la fois pour les participants eux-mêmes et pour l'investigateur qui donne les gélules dans quel groupe le participant était. Seule l'équipe statistique, l'équipe de recherche avait le chaînage entre l'individu, son identifiant et le groupe dans lequel il était, pour essayer de ne rien biaiser à la fois chez les personnes elles-mêmes ou chez les personnes ou chez les investigateurs. L'essai a duré 8 ans. Et l'idée était de comparer au bout de ces 8 années le nombre de cas de cancer, de maladies cardio-ischémiques et de décès entre les 2 groupes.
Alors, pour recruter les participants à cet essai, eh bien, donc ça a été le système D, donc essayer de communiquer le plus possible dans la presse grand public. Donc, vous voyez ici une photo collector de Serge Herzberg jeune, qui du coup, voilà, n'a pas ménagé sa peine, et puis avec sa femme également, Pilar Galan, qui ont fait toute une série d'interviews, d'articles, d'opérations également à la station de métro volontaire à Paris pour essayer de recruter des volontaires. Donc voilà, ils avaient plein d'idées innovantes pour essayer de recruter du monde, sachant qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, etc. À l'époque. Et puis, donc, évidemment, voilà, des interviews à la télé. Donc, ils ont eu beaucoup de succès puisque plus de 79 000 personnes se sont portées candidats, donc ont contacté l'équipe de recherche pour participer à l'étude Suvimax. Avec donc, les critères qui étaient à l'époque, c'était pour les hommes d'être entre 45 et 60 ans et chez les femmes entre 35 et 60 ans parce qu'on voulait capter la période aussi passage à la ménopause. Donc, voilà, pour les femmes, le critère de recrutement était un peu plus jeune. Donc, pour tester la faisabilité et puis pour regarder aussi les critères d'éligibilité, chaque personne volontaire là, a reçu chez lui, chez elle, des informations, donc une notice d'information sur l'étude, des capsules pour tester l'acceptabilité. Est-ce que les gens arrivaient bien à l'avaler? Est-ce que ça leur causait pas de problème digestif? Enfin, voilà, est-ce que ils se sentaient capables de suivre cette intervention après pendant 8 ans? Et puis également un questionnaire, notamment avec les données sociodémographiques pour vérifier l'éligibilité. Et donc vous voyez ici, évidemment, à l'époque, on était uniquement sur des questionnaires papier avec des cases à noircir. Et il fallait vraiment bien noircir la case, sinon après, avec la lecture optique, ça ne marchait pas bien. Donc c'était ce genre de questionnaire, il fallait avoir de bons yeux ou de bonnes lunettes pour lire les questionnaires. Les questionnaires les questionnaires complets ont été renvoyés pour 21 481 participants et ont été sélectionnés de manière aléatoire 13 017 personnes in fine entre octobre, donc qui ont été inclus entre octobre 1994 et juin 1995. Et donc les participants ensuite étaient suivis par différentes méthodes. Donc on avait bien sûr les questionnaires papier, mais le volet très innovant de cette étude à l'époque était de se dire on va essayer de faciliter d'une part la saisie pour les personnes qui participent à l'étude, mais également la saisie de leurs informations, mais également la saisie ensuite derrière pour l'équipe de recherche qui doit, quand on reçoit les questionnaires papier, tout saisir ensuite à la main. Donc ils ont eu déjà l'idée, à l'époque, révolutionnaire, d'utiliser le Minitel. Donc ça parle peut-être à certains d'entre vous, ça parle beaucoup moins aux jeunes générations dans l'équipe qui n'ont jamais vu un Minitel, mais moi j'étais intermédiaire, j'ai vu mes résultats de concours de l'AgroParisTech sur le Minitel, donc j'étais encore entre deux. Mais donc on a beaucoup de peine, parce que c'est en plus très franco-français le Minitel, j'ai pris conscience de ça, puisque dans les reviews d'articles, quand on envoie notamment des journaux américains, le Minitel, ils ne connaissaient pas. Donc on explique un petit peu ce que c'était. Et si vous vous souvenez, pour ceux qui ont connu ça, le Minitel, donc ça passe par la communication téléphonique. Et donc on ne voulait pas que les personnes restent connectées pendant des heures ici pour remplir leurs enquêtes alimentaires. Et donc ils se sont rapprochés d'ingénieurs qui ont designé, qui ont créé un petit boîtier qui permettait de se brancher à l'interface du Minitel, de saisir toutes les consommations alimentaires, mais de n'être connecté à la ligne téléphonique que le temps de la transmission de toutes les informations. Donc ce qui prenait, ce n'était pas instantané non plus, mais ce qui prenait beaucoup moins de temps. Et donc on avait déjà finalement les prémices, vous voyez où je veux en venir après avec Nutrinet et le lit épidémiologique qu'on va voir après, on avait déjà les prémices de lit épidémiologie à cette époque-là. Et donc tous les 2 mois, les participants remplissaient leur journée d'enquête alimentaire. Donc, on est ici sur les enregistrements alimentaires de 24 heures. Donc, pendant 24 heures, ils déclaraient tous les aliments, boissons, tout ce qu'ils avaient consommé, avec donc leur guide du participant et différentes indications. Et puis, chaque mois, ils avaient également des questionnaires sur est-ce que des événements de santé sont apparus, quels médicaments consommez-vous, etc. Donc, tout un ensemble d'informations. Ici, donc, ce sont un extrait du cahier photo que les participants recevaient
à l'époque, et qui est un cahier photo qui a été validé. Et donc, alors, on a eu la chance, donc on a dans l'équipe encore quelques anciens, donc professeurs émérites qui sont toujours là, notamment Marie-Françoise Roland-Cachera, donc qui a beaucoup travaillé sur la santé de l'enfant. C'est elle qui a fait les courbes de croissance dans les carnets de santé. Donc, pendant une certaine période, il y avait son nom si vous ouvrez les carnets de santé des enfants. Et donc, elle nous a fait, il y a 2 semaines, un séminaire historique où elle remontrait des photographies, il faudrait que je montre ça la prochaine fois, dans le CNAM, puisqu'on était à l'époque basé dans les locaux du Conservatoire national des arts et métiers. Et donc, les grands couloirs du Conservatoire national des arts et métiers étaient pleins de tables avec des plats qui avaient été préparés par une diététicienne de l'équipe et qui testaient donc, ces plats versus les photos, puisque là, l'idée ici, c'est que quand les personnes vont cocher telle ou telle photo en disant voilà, moi, ça c'est la portion que j'ai consommée, que ce soit le plus fidèle par rapport à la réalité de ce que représente l'assiette. Et c'est vrai que la photo peut être trompeuse, donc il y a toute une phase de validation de ces portionnaires photos. Donc, ils recevaient ça à la maison, ils pouvaient remplir leur enquête alimentaire. Et il y avait également, tous les ans, un bilan médical. En alternance, ça pouvait être donc un examen clinico-biologique, enfin c'était un examen clinico-biologique, donc soit clinique une année et biologique l'année suivante, donc soit prélèvement sanguin ou urinaire, soit examen clinique. Et donc ça, ces examens-là avaient lieu, puisque j'ai oublié de le préciser, mais on n'était pas uniquement en région parisienne, hein, c'est sur toute la France, Suvimax. Et donc ces examens avaient lieu dans ces unités mobiles. Alors, mobiles plus ou moins, vous voyez, là c'est quand même des énormes camions laboratoires avec tout ça à l'intérieur, et la difficulté de se garer en plein Paris devant le Conservatoire national des arts et métiers, ça ne devait pas être évident, mais ça a permis de sillonner la France entière et d'aller à la rencontre des différentes personnes pour faire ces examens, soit cliniques, soit prélèvements. Donc, il y avait également donc, les questionnaires traditionnels, hein, version papier, par voie postale, qui collectaient des données complémentaires donc, sur donc, les habitudes alimentaires, sur l'activité physique, la qualité de vie, avec des échelles validées, des tests de personnalité. Donc, il y avait beaucoup d'autres informations, et là, on passait par la voie papier classique. Donc, au final, ces unités mobiles, les fameux camions, ont parcouru à peu près 3 fois le tour de la Terre, hein, 113 000 kilomètres, au cours des 8 années qu'a duré la phase d'étude d'intervention de Suvimax. En termes de litres de sang consommés, on était donc 180 000 tubes de sang prélevés, 1140 litres de sang. Donc si on mettait tous nos tubes bout à bout, ça ferait 2 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Et puis 542 000 courriers envoyés aux participants. Donc là aussi, on a eu de nombreuses années dans l'équipe des étagères remplies de questionnaires et de papiers. Donc voilà, ce n'était pas très écologique à l'époque, mais on n'avait pas d'autre manière de faire à l'époque. En termes de données, ça représente tout ce qui a été collecté, 20 gigaoctets de données informatiques, donc l'équivalent de l'information contenue dans 40 000 livres de poche. Et puis 284 000 analyses biologiques réalisées sur les échantillons prélevés, 36 000 consultations médicales et 90 000 madeleines et sablés qui ont été distribués, puisque quand les personnes venaient se faire prélever, comme pour le don du sang, ils avaient une petite collation. Et donc tout ça a été conduit finalement, alors on ne sait pas ce qu'on peut se dire si c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais c'est finalement que 50 personnes, chercheurs, médecins, statisticiens, biologistes, informaticiens, techniciens, logisticiens et secrétaires qui ont participé à la mise en œuvre pratique et logistique de cette étude. Alors, quels résultats ? Bon, ça, c'est tout petit, mais là, l'idée, c'est juste de comprendre comment ça marche une fois qu'on reçoit, qu'on a toutes les données sur cette étude. On commence toujours par vérifier pour un essai contrôlé randomisé que la randomisation a été bien effectuée et que tous les facteurs potentiels de confusion, donc ici l'activité professionnelle, le niveau d'éducation, situation familiale, tabagisme, prise de médicaments, indice de masse corporelle, etc., on vérifie que tout est bien équilibré entre le groupe placebo et le groupe intervention. Il n'y a aucune raison que ça ne le soit pas, vu qu'on a fait au hasard. Mais c'est quand même un passage obligé, on vérifie cette information-là. Et donc là, ça l'était, sans problème, donc aucune différence significative entre le placebo et l'intervention, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. On vérifie également ici les consommations et également les taux sanguins des antioxydants qu'après on va étudier, donc pour lesquels on va après supplémenter les personnes. Et ce qu'on a constaté ici, là ce sont les taux sanguins de bêta-carotène, de vitamine E, vitamine C, sélénium et zinc. Pas de différence, heureusement, entre le groupe placebo et le groupe intervention, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes.
à l'inclusion. Par contre, on a vu des différences importantes entre les hommes et les femmes. Les femmes à l'inclusion avaient un statut en bêta-carotène et en vitamine C qui était supérieur à celui des hommes, qui était plus favorable. Et c'était mis en miroir quand on regardait leurs enquêtes alimentaires avec une plus forte consommation de fruits et légumes chez les femmes. Bon, et puis après, on a vérifié évidemment qu'on avait aussi, et c'est logique, une bonne corrélation entre les consommations déclarées de fruits et légumes et le statut sanguin en antioxydants, donc avant l'intervention. Alors, quels sont les résultats principaux de l'étude Suvimax ? Donc, tout d'abord, sur l'incidence de maladies cardiovasculaires ischémiques. Au fil des 8 ans qu'a duré l'intervention, 271 participants ou participantes ont développé une cardiopathie ischémique, 137 dans le groupe placebo, 134 dans le groupe intervention. Donc, au-delà de ce qu'on peut se dire comme ça à l'œil nu, des tests statistiques ont été mis en œuvre et qui montrent qu'il n'y a pas de différence significative entre ces deux chiffres. Et donc, que ce soit au global, sur le total de l'échantillon, ou bien chez les hommes ou chez les femmes. Et d'ailleurs, vous voyez ici les petits p, les p-values de significativité qui sont très au-delà du seuil conventionnel de 0,05. Pour ce qui était de l'incidence des cancers, donc là, au total, 562 cas incidents donc, ont été diagnostiqués au fil du suivi, 295 dans le groupe placebo, 267 dans le groupe intervention. Au global, il n'y avait pas de différence significative. Par contre, il y avait ce qu'on appelle une interaction avec le sexe. Interaction avec le sexe, ça veut tout simplement dire que l'effet de l'intervention était différent entre les deux sexes. Donc là, ça veut dire une interaction entre le sexe et le groupe d'intervention. Donc cette interaction a été testée formellement, était significative. Et donc c'est ce qu'on voit ici. Chez les femmes, finalement, pas de différence significative entre le groupe intervention et le groupe placebo. En revanche, chez les hommes, une différence significative avec un nombre de cas bien plus faible dans le groupe intervention et voilà, un risque relatif et une p-value significative. Autre manière de formaliser cela, les courbes d'incidence cumulée donc, qui augmentent au fur et à mesure qu'un nouveau cas de cancer apparaît dans la population, qui chez les femmes étaient superposées entre le groupe placebo et le groupe intervention. Donc vous voyez au fil du temps pas de différence, alors que l'écart se creuse au fur et à mesure chez les hommes avec plus de cas incidents chez le groupe placebo versus le groupe intervention. Sur la mortalité, résultats similaires, donc 174 décès au fil du suivi, 98 dans le groupe placebo, 76 dans le groupe intervention. Et là aussi, une interaction, alors elle n'est pas significative au sens 0,05, mais à partir de 0,1, quand on a une interaction avec une p-value 0,1, on est déjà dans une suspicion d'interaction. Et effectivement, quand on regardait par strate, donc c'est-à-dire séparément chez les hommes et chez les femmes, on voyait ici pas de différence chez les femmes, alors qu'un nombre de décès bien plus faible chez les hommes dans le groupe intervention versus placebo. Donc les résultats finalement étaient que les femmes avaient donc envoyé un effet protecteur de la supplémentation chez les femmes vis-à-vis du risque de cancer et de mortalité, qu'on a expliqué, donc notamment le challenge là, a été évidemment d'expliquer l'effet différentiel selon le sexe, puisque l'effet protecteur c'était celui auquel on s'attendait, de par les mécanismes antioxydants qu'on a vus avant, mais la question était pourquoi est-ce qu'on voit ça chez les femmes et pas chez les hommes. Et donc notamment, c'est peut-être dû à leur plus grand de consommation de fruits et légumes et du coup leur statut plus favorable déjà à la base, avant même de commencer l'intervention, en vitamine C, en bêta-carotène, etc. Et donc l'hypothèse qui a été faite, c'est que finalement l'apport supplémentaire de la supplémentation n'avait un intérêt finalement que chez les hommes pour rattraper des apports qui étaient peut-être insuffisants. Mais chez les femmes qui avaient déjà une consommation suffisante, il n'y avait pas de bénéfice supplémentaire à cet apport supplémentaire d'antioxydants. Après, donc, il y a eu, donc ça c'était vraiment les résultats principaux. Quand on fait un essai contrôlé randomisé, avant on écrit évidemment le protocole et on déclare quels vont être nos critères de jugement principaux. Donc ça c'était vraiment ce que je vous ai montré. Mais après ça n'empêche pas de faire d'autres analyses, des analyses secondaires et de regarder un petit peu plus finement ici par exemple sur les localisations de cancer. Et donc il y a des choses qui étaient assez intéressantes, notamment ici sur le cancer de la prostate. Alors énorme prudence quand on interprète ces résultats secondaires, puisque vous voyez ici que dès qu'on va plus finement dans les localisations de cancer, voilà, on a des effectifs qui sont restreints, seulement 103 cas incidents de cancer de la prostate ici au cours du suivi.
Au global, pas vraiment de différence, mais quand on stratifiait selon le taux sanguin de prostate spécifique antigène, quand ce taux-là est supérieur ou égal à 3 microgrammes par litre, ça peut indiquer un dysfonctionnement prostatique, qui n'est pas forcément un pré-cancer, mais en tout cas, ça peut indiquer en tout cas, qu'il y a potentiellement un problème déjà au niveau de la prostate. Et donc, on voyait ici que le bénéfice de la supplémentation chez les hommes, ici évidemment, dans le groupe supplémenté versus placebo, n'était visible que chez ceux qui n'avaient à la base pas de problème de la prostate, si je synthétise, en tout cas d'après cet indicateur de PSA. Puis après, il y avait des résultats aussi interpellants qu'on n'a pas su totalement expliquer, mais qui ont aussi interpellé et amené à la prudence, vous verrez sur la conclusion générale sur l'automédication avec les compléments alimentaires à base de bêta-carotène. On voyait ici que dans le groupe, donc chez les femmes, il y avait quand même une très nette augmentation. Alors on est sur des effectifs extrêmement réduits ici, on se parle de 25 cancers cutanés, mais en tout cas le nombre était vraiment nettement supérieur dans le groupe supplémenté versus le placebo chez les femmes. On est sur de tout petits effectifs. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou est-ce que c'est un artefact? En tout cas, ça a interpellé à l'époque les chercheurs. Alors ensuite, comme je vous le disais, plein d'informations annexes ont été collectées. Et notamment, il y avait régulièrement posé des questionnaires sur la qualité de vie perçue des participants. Et donc, des papiers ont été publiés ensuite, essayant de voir s'il y avait une différence entre le groupe supplémenté et le groupe placebo sur la qualité de vie. Et donc là, je m'aperçois que ce tableau est aussi tout petit, mais là, le résultat principal était qu'il n'y avait aucune différence significative entre le groupe supplémenté ou placebo sur la qualité de vie au global. Et en revanche, ce qui était assez intéressant, c'était que lorsqu'on regardait, parce qu'on a posé aussi la question aux personnes, dans quel groupe est-ce que vous pensiez être, ou est-ce que vous pensez être? Est-ce que vous pensez être dans le groupe supplémenté ou est-ce que vous pensez être dans le groupe placebo? Et bien là, pour le coup, il y avait des résultats très significatifs où les personnes qui pensaient être dans le groupe supplémenté avaient une meilleure qualité de vie par rapport à ceux qui pensaient être dans le groupe placebo. Donc c'est assez amusant, et aussi cet effet placebo qui est au final un effet réel, et puis finalement peu importe comment ça marche, en tout cas ça marche, c'était aussi quelque chose qui était intéressant à publier et à regarder d'une perspective de recherche. Donc les conclusions vraiment de l'essai initial étaient que finalement ces doses qui ont été testées, ce sont des doses nutritionnelles, donc des doses telles qu'on pourrait les avoir accessibles via une alimentation équilibrée, que l'efficacité qui a été observée pourrait vraisemblablement être inférieure à celle qu'on pourrait observer dans la réalité quand on consomme ces mêmes doses par les fruits et légumes, parce que quand on va consommer les fruits et légumes, on a non seulement ces antioxydants, mais on a en plus des fibres, on a en plus le fait que quand on remplit son estomac de fruits et légumes, on mange moins de cochonneries à côté. Donc on a un bénéfice encore plus important certainement dans la réalité par rapport à ce qui a été testé là. Et qui corrobore vraiment la conclusion qui a été délivrée par les chercheurs, puisque ce qui était important ici, c'est que les industriels des compléments alimentaires ne se saisissent pas de ça en disant vous pouvez manger n'importe quoi, mais alors prenez ces pilules-là qu'on vous commercialise et puis vous aurez un effet protecteur. L'idée, c'était vraiment de conclure sur l'aspect non, ce qu'il faut, c'est avoir une alimentation équilibrée avec suffisamment de fruits et légumes avec des antioxydants, et y compris d'autres choses, poissons, produits céréaliers complets, etc., pour atteindre ces doses-là et avoir un effet protecteur sur le long terme sur différentes pathologies. Et donc, en accord avec les recommandations actuelles des différentes instances de santé publique, l'idée, c'est pas de supplémentation systématique en antioxydants, en prévention, en espérant prévenir des cancers, des maladies cardiovasculaires, puisque, vous le voyez, dans certains cas, dans certaines populations, il y a même des effets délétères qui peuvent être suspectés. Et ce que ça a amené un petit peu dans la complexité, dans la nuance un peu du discours qu'on pouvait avoir à l'époque, dans les années 80, quand on identifiait une substance potentiellement protectrice, la logique c'était plus on va en donner, meilleur ce sera, plus ce sera protecteur. Alors qu'en fait on s'est aperçu là que non, il pouvait y avoir des nuances, notamment nuances sur la dose, des doses nutritionnelles qui pouvaient être plus efficaces et protectrices que des doses pharmacologiques. Nuances également selon la situation, le statut nutritionnel initial des personnes, selon leur état de santé, puisque ces antioxydants notamment pourraient ne pas agir de la même manière chez des personnes qui ont déjà, par exemple, des lésions précancéreuses initiées, mais qui sont au stade invisible, cliniquement, pas encore diagnostiquées,
et où finalement ce bêta-carotène, ça fait partie des hypothèses qui ont été avancées ensuite, pourrait finalement nourrir les tumeurs, et donc c'est protecteur, mais c'est aussi protecteur pour les cellules tumorales, et donc ça pourrait au contraire booster, je schématise un petit peu, mais il y a eu des études expérimentales qui sont allées après dans ce sens pour expliquer le pourquoi dans ces essais CARET à TBC, on avait, et notamment du coup chez des fumeurs, on avait des effets délétères de ces supplémentations qui avaient été observées. Il y avait aussi des hypothèses expérimentales qui ont montré qu'à forte dose, certains antioxydants pouvaient devenir pro-oxydants et perdre du coup leurs bénéfices sur la santé. Donc voilà, un apport supplémentaire en antioxydants pourrait avoir un bénéfice sur l'incidence de certains cancers chez les sujets sains, non exposés à des facteurs de risque de cancer, et particulièrement chez ceux qui avaient à la base un statut insuffisant en antioxydants. Et au contraire, attention aux fortes doses de suppléments en antioxydants qui pourraient avoir un effet délétère, et notamment chez des individus à haut risque de cancer, sans signe clinique évident au départ. Juste un petit élargissement, je fais un pas de côté, mais c'est aussi l'occasion de parler d'une étude française qui fait référence en matière de lien entre alimentation et santé, et puis plein d'autres thématiques de recherche, qui est la cohorte E3N, qui est une cohorte qui réunit 100 000 femmes adhérentes de la MGEN, enseignantes et autres, donc conduite par une équipe INSERM initialement à Villejuif. C'était Françoise Clavel qui avait mis en place cette étude. Et donc on avait travaillé, moi j'ai travaillé là, sur ce travail-là pendant ma thèse, sur cette interaction, l'idée de cette interaction entre bêta-carotène et tabac. Donc avec ma directrice de thèse, Marie-Christine Boutron-Ruot, à l'époque, on s'était dit, est-ce que cette interaction qui semble avoir eu lieu là, dans les papiers CARET à TBC, est-ce qu'on la voit également dans la vraie vie, dans des études d'observation à dose plus nutritionnelle? Et donc effectivement, on a ici suivi ces femmes pendant des années, et on a mesuré leur consommation de bêta-carotène, à la fois alimentaire et la prise de compléments alimentaires, mais spontanés dans cette population. Et les compléments alimentaires en vente libre en France, depuis déjà des années, ne peuvent pas dépasser l'apport nutritionnel conseillé de l'époque, qui est le fameux 4,8 mg par jour pour la vitamine A. Mais donc du coup, si on résume en bêta-carotène, ça fait ça. Et donc vous voyez qu'on est dans des doses totalement nutritionnelles sur ceux qui sont autorisés sur le marché. Et malgré ça, on a vu vraiment cette interaction entre ici la consommation, l'apport en bêta-carotène et le tabagisme, avec ici une relation dose-effet dans le sens protecteur, donc dans le sens moins de risque de développer, donc là ici on s'intéressait au cancer lié au tabac de manière générale, chez les femmes non fumeuses qui n'avaient jamais fumé régulièrement, et chez celles qui avaient déjà fumé régulièrement, on avait ici le groupe des femmes supplémentées spontanément en bêta-carotène qui avait une augmentation significative de risque. Donc ça restait des hypothèses qui permettaient de dire peut-être, attention, même à des doses nutritionnelles, peut-être que cette interaction pourrait également avoir lieu. Alors ça, c'est simplement pour vous montrer qu'au-delà de l'essai randomisé initial, on a fait pas mal de choses aussi en matière de suivi finalement des participants. Une fois que l'essai a été fini, on a continué à mesurer leur consommation et on a regardé pas mal de choses. Ici, on a montré, alors on est dans des effectifs assez limités, 13 000 personnes, donc en matière d'incidence de cancer de différentes localisations, on n'est pas sur des grands effectifs. Donc là, on avait par exemple, dans cette étude, 190 cancers du sein incidents, c'est un nombre assez limité. Mais on avait vu dans cette étude-là une augmentation de risque de cancer du sein associée à la consommation de viande rouge et de charcuterie. Ce qui était intéressant ici, c'est que, donc ça c'était au global, c'est que finalement, quand on regardait séparément dans le groupe supplémenté et dans le groupe placebo, on avait cette augmentation-là qui était significative uniquement dans le groupe placebo, donc qui n'était pas supplémenté. Et ce qui était amusant à l'époque, c'est qu'on travaillait en partenariat avec des collègues en recherche expérimentale qui, chez l'animal, avaient montré effectivement qu'avec une supplémentation en antioxydants chez les rats, ils arrivaient à contrecarrer au moins en partie les effets délétères des viandes rouges et des charcuteries. Alors eux, leur modèle était sur le cancer colorectal. Et donc là, on s'était dit, est-ce qu'on a la même chose, sachant que nous, c'est un design expérimental aussi, la supplémentation, et on a vu effectivement la même chose ici sur cancer du sein. Alors ça reste très exploratoire, mais c'était assez joli la communication entre l'expérimental ici et l'épidémiologie. On a vu aussi cette modulation, donc en se servant du design d'essais d'expérimentation, mais en regardant aussi les choses comme une étude d'observation. On a mesuré le DII ici, c'est le Dietary Inflammatory Index, donc c'est un indicateur de
la capacité inflammatoire globale de l'alimentation. Et on voyait un lien entre une alimentation plus pro-inflammatoire et une augmentation de risque de mortalité. Et ici aussi, avec une interaction sur le groupe supplémenté. Donc cette augmentation de risque n'était vue que dans le groupe placebo et pas chez ceux qui avaient reçu les antioxydants. Donc c'était aussi intéressant. Et puis après, on a fait des choses pour vous montrer aussi que quand on met en place ce type d'études épidémiologiques avec une certaine lourdeur pour constituer notamment la biobanque, les prélèvements biologiques, ce qui est formidable, c'est qu'on peut revenir dessus une fois que c'est congelé, soit dans l'azote liquide, soit à moins 80 degrés. On peut revenir dessus des années après et tester des hypothèses, faire des choses auxquelles on ne s'attendait pas, évidemment, en 1994, quand tout ça a été mis en place. Et notamment, on s'est servi de la biobanque Suvimax pour explorer le food métabolome. Alors, donc la métabolomique, finalement, c'est une science qui permet, c'est une discipline, une application qui permet de faire une photo à un moment donné dans un organe ou un biofluide, ici on travaillait sur du plasma, de tous les métabolites qui sont présents à ce moment-là. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, est-ce que... et donc ce sont vraiment des choses qui se sont développées en termes techniques analytiques de laboratoire ces dernières années, et qu'on peut faire maintenant avec des techniques haut débit et puis des techniques aussi d'analyse statistique vraiment modernes. Et donc on s'était dit, est-ce qu'en faisant une photo à un moment donné de ces métabolites, est-ce qu'on arrive à prédire le risque de développer quelques années plus tard un risque de cancer du sein ou cancer de la prostate. Et donc, je ne rentre pas dans les détails ici, mais on a vu plusieurs signatures de métabolites qui étaient associées, d'une part ici pour le cancer du sein, à une augmentation de risque, effectivement, de développer un cancer du sein au cours des 13 ans, ou ici, au contraire, à une diminution de risque de développer ces cancers, et puis pareil ici au niveau cancer de la prostate. Donc des études pour vous montrer qu'on a réutilisé Suvimax plusieurs années après pour tester des choses encore complètement différentes de l'essai contrôlé de départ. Quelques mots sur Sufolum 3. Alors Sufolum 3, c'est un autre essai contrôlé randomisé qu'on a conduit au labo pour supplémentation en folate et oméga 3. Donc là, on est dans un contexte où on se pose la question de la prévention. Cette fois-ci, on est chez des personnes qui ont déjà eu des événements cardiovasculaires, donc cardiopathie ischémique notamment, et qu'on souhaite protéger d'un deuxième événement, d'un risque futur cardiovasculaire, par un apport en vitamine du groupe B, notamment folate, vitamine B9, vitamine B6, vitamine B12, ou bien par un apport en acides gras oméga 3, donc des acides gras polyinsaturés, dont on a des fortes présomptions, en tout cas dont ils participent à la prévention cardiovasculaire. Et donc là, on a mis en place, même design, essai contrôlé randomisé, mais chez des personnes qui ont déjà eu un premier événement cardiovasculaire, un essai pendant 4 ans et demi. Et donc là, c'est la docteure Pilar Galán qui était investigatrice principale de cet essai. Ont été recrutés donc, dans différents services de cardiologie, là aussi sur la France entière, 2500 participants qui avaient déjà eu donc, une pathologie, et ils ont été répartis en 4 groupes, puisque là, comme il y avait l'effet des vitamines B, des oméga 3, donc il y avait des groupes qui recevaient l'un, l'autre, les deux, ou en placebo, donc c'était un design un tout petit peu plus compliqué. En termes de résultats, on avait ici une absence complète de bénéfices, d'effets dans un sens ou dans l'autre, de la supplémentation testée sur les événements cardiovasculaires, ici pour la vitamine B, pour les vitamines B, et même chose ici pour les oméga 3. Vous voyez ici avec des courbes d'incidence cumulées vraiment superposées, donc pas de différence significative de cet essai-là. Donc ces conclusions d'absence d'effets significatifs ont été ensuite confirmées notamment par des méta-analyses prenant en compte les résultats de cette étude-là et aussi de toutes les autres qui ont pu être conduites au niveau international. Et donc par exemple ici il y a une méta-analyse connue sur les oméga 3 et la prévention donc, tertiaire cardiovasculaire qui confirme l'absence de bénéfices chez ces patients de la supplémentation en oméga 3. De manière intéressante aussi, et là, encore une fois, c'est une étude ancillaire, donc on est sur des résultats annexes qui n'étaient pas l'étude initialement le critère de jugement principal, mais on a quand même regardé ce que ça donnait sur les cancers, où il y avait un nombre limité de cancers incidents survenus là au fil du suivi, mais en tout cas un nombre plus élevé statistiquement, significativement plus élevé chez les femmes dans le groupe qui était supplémenté ici en oméga 3 par rapport au groupe placebo. Donc ça, c'est des résultats qui ont été aussi publiés
c'est pas l'essai principal, donc prudence dans l'interprétation, mais ça allait aussi dans le message de attention aux supplémentations en automédication qui peuvent finalement faire encourir des risques. Et donc voilà, les oméga 3, une petite poignée de fruits à coque par jour, 2 poissons par semaine, dont un poisson gras, on a des bonnes sources d'oméga 3 plutôt que d'avoir recours à ces compléments alimentaires dont on ne sait pas très bien les effets à long terme. J'essaie d'avancer, je suis un petit peu en retard. Alors, l'étude Nutrinet Santé. Donc là, on revient dans le domaine des études d'observation. Donc c'est vraiment une étude où on essaye d'intervenir le moins possible sur les comportements, mais c'est une étude qu'on a lancée là, depuis 2009 et qui a déjà commencé et va continuer à fournir un très grand nombre d'informations sur les relations entre alimentation et santé. Donc vous l'avez vu, pour mettre en place ce genre d'études chez l'homme, on a besoin de mettre en place des études prospectives si possible, donc avec un suivi dans le temps, où on sait qu'on va mesurer des expositions avant l'apparition de la maladie et suivre les personnes dans le temps, sur de très larges échantillons. Vous voyez qu'on était assez rapidement limité dans Suivimax avec des nombres de cas petits sur certaines localisations de cancer par exemple. On a besoin de contrôler, de prendre en compte un grand nombre de facteurs de confusion potentiels pour pouvoir ajuster dessus. Donc ça fait beaucoup d'informations à collecter. Et donc tout ça, ça représente évidemment une complexité, des coûts et une logistique très, très importants. Dans le début des années, dans le mi-année 2000, quand l'idée a germé de mettre en place cette étude Nutrinet Santé, on voyait monter dans la société le potentiel d'Internet, avec, pour l'année 2009, qui est l'année de lancement, déjà 37 millions d'internautes en France, et pas que, comme on a pu nous le dire à l'époque, des CSP+, ou des jeunes qui avaient accès à Internet, c'est vraiment l'ensemble de la population, avec déjà à l'époque un quart de la population qui avait plus de 55 ans, 29% avec un statut socio-économique plus défavorisé, donc un outil qui semblait toucher vraiment l'ensemble de la population, et dont on voyait le potentiel pour pouvoir collecter et stocker de manière informatisée un grand nombre d'informations. Donc vous voyez ici, on voyait déjà le potentiel d'augmentation d'Internet avec les années. Donc on s'est dit que c'était une bonne idée d'utiliser cet outil pour l'épidémiologie. Et donc on a lancé le 11 mai 2009 cette étude Nutrinet Santé. Donc l'investigateur principal qui a eu l'idée de cette étude à l'époque, c'est Serge Herzberg, que vous voyez ici le 11 mai avec Roselyne Bachelot, donc en conférence de presse au ministère de la Santé, donc avec une partie de l'équipe ici lancer l'étude Nutrinet Santé. Et donc, c'était mon baptême du feu aussi, parce que pour le coup, là, j'étais arrivée un an avant dans l'équipe pour mettre en place cette étude-là, aux côtés de Serge et de son équipe. Et donc, je me suis retrouvée le 11 mai sur le plateau, le journal télé d'Élise Lucet, pour faire le lancement de Nutrinet, où on avait développé des flyers, quelques petits films. Alors, c'est tout, ça semblait bien professionnel, mais c'était tout maison, ce qu'on a pu développer à l'époque. Mais ça a eu beaucoup de succès, si bien qu'on a eu même le serveur informatique, on n'avait pas prévu autant de connexions. Et donc, le soir, quand on célébrait le premier jour de lancement, on a eu le serveur informatique qui a sauté parce qu'il y avait trop de connexions, donc on était super contents. On a sûrement perdu pas mal d'inclusions à ce moment-là, des gens qui ne sont pas revenus après, mais en tout cas, c'était bien parti en tout cas à ce moment-là. Alors, quelques éléments clés sur Nutrinet, j'ai déjà un petit peu dit dans la leçon inaugurale, les éléments clés. Donc, il s'agit d'une web cohorte, donc la plupart du suivi se passe sur Internet. Lancée en 2009, qui se poursuit toujours aujourd'hui, et on l'espère qu'il se poursuivra encore longtemps. Elle réunit aujourd'hui plus de 174 000 participants, 15 ans et plus, donc on a surtout des adultes, mais on commence à avoir des ados. Et elle se caractérise vraiment par la finesse des informations nutritionnelles collectées. Donc on a une série de questionnaires, donc d'enregistrement alimentaire de 24 heures et d'autres outils qui nous permettent vraiment de capter les comportements traditionnels ou plus émergents liés à notre alimentation. On a évidemment plein d'autres questionnaires sur l'activité physique, sur le tabagisme, l'exposition solaire, sur beaucoup d'autres choses. Et puis, on a quand même un volet qui n'est pas que sur Internet, qui a été un volet pour collecter aussi des échantillons biologiques, pouvoir faire aussi de l'épidémiologie mécanistique avec des dosages de biomarqueurs sur 20 000 personnes. Et puis un suivi des événements de santé au cours des années, avec à la fois des questionnaires, mais aussi un chaînage avec les bases médico-administratives. Donc l'idée, c'est vraiment aussi d'étendre l'étude à l'international. Donc on a des partenariats avec différentes équipes de recherche dans le monde pour monter des Nutrinet-like dans différents pays. C'est déjà lancé au Canada et au Brésil. Et donc là, moi, je suis maintenant l'investigatrice principale, j'ai repris le flambeau avec la direction de l'équipe depuis 2019.
Donc c'est vraiment l'idée d'une plateforme, d'une infrastructure qui va nous permettre de tester nous-mêmes ou dans le cadre de collaboration une multitude d'idées et de thématiques, d'hypothèses de recherche sur les liens entre alimentation et santé. Et donc on s'intéresse, c'est un petit peu le même schéma que notre équipe de manière générale, on s'intéresse à l'impact de la nutrition, donc l'alimentation, le statut nutritionnel, l'activité physique, sur la santé, les mécanismes qui sous-tendent ces relations-là, les déterminants des comportements alimentaires, et puis vraiment il y a une finalité de tout ça qui est la mise en place d'outils, de politiques nutritionnelles de santé publique pour prévenir les pathologies. Donc le site internet est celui-ci, et donc moi j'invite toute personne de 15 ans ou plus à vous inscrire à l'étude pour ceux qui ne sont pas déjà nutrinautes. Il est accessible ce site sur ordinateur, tablette, smartphone, donc c'est www.études-nutrinet-santé.fr, et donc ensuite on se laisse guider avec à l'inclusion un kit de 5 questionnaires, donc un questionnaire sur sociodémographique et mode de vie, avec y compris tabac, alcool, etc. Un questionnaire lié à donc les questionnaires alimentaires, les enquêtes alimentaires qu'on va voir, un questionnaire sur l'activité physique, sur l'anthropométrie et puis sur l'état de santé à la fois personnel, familial, la prise de médicaments, etc. Pour le questionnaire alimentaire, en fait, on est guidé pas à pas quand on s'inscrit, sont tirées au sort 3 dates, 3 journées d'enquête alimentaire, 2 en semaine et 1 le week-end, durant lesquelles les participants vont remplir leur consommation. Et donc, on est guidé pas à pas, on va rentrer n'importe quelle collation, ça peut être un petit déjeuner, dîner ou n'importe quelle collation. Et à chaque fois, on va noter l'heure de la prise alimentaire, le lieu, est-ce qu'on était en compagnie ou tout seul, au travail, à la maison, etc. Et puis, on va noter les aliments qui ont été consommés, aliments et boissons. Donc là, pour ça, on a plusieurs solutions. Soit on a une arborescence où on peut se retrouver, soit on peut taper directement dans un moteur de recherche, pizza par exemple. On aura toutes les pizzas qui vont être proposées, on pourra cliquer sur celle qu'on a prise. Ou on peut noter en clair les éléments quand on ne trouve pas l'aliment dans la liste. Et puis, on va ensuite saisir donc une fois qu'on a saisi les aliments, on va pouvoir saisir les quantités d'aliments qui ont été consommés, avec également des informations sur la provenance. Donc, est-ce que c'est fait maison? Est-ce que c'est un aliment industriel? Dans le cas où c'est un aliment du commerce, on demande la marque, le nom commercial et la marque des produits. Et ça, c'est particulièrement intéressant, notamment pour tous les travaux sur les additifs. On a aussi maintenant ajouté un module qui permet directement, notamment pour tous ceux qui remplissent sur tablette ou smartphone, de scanner le code barre de l'aliment, ce qui nous permet directement d'avoir la marque, mais aussi un lien en direct avec la base de données Open Food Facts. Et donc, toutes les informations sur l'étiquetage, la liste d'ingrédients, d'additifs, l'impact environnemental de l'aliment, on a ce lien qui est fait en direct grâce à ce scan des codes barres des produits directement dans les questionnaires alimentaires. Donc ensuite, on rentre les quantités. Donc là, on retrouve nos fameux portionnaires photos, donc qui sont déclinés sur plein d'aliments ou de boissons, où on peut noter la quantité en clair. On rentre aussi la consommation de sel, donc ce qu'on a salé à table ou pendant qu'on faisait la cuisine. Donc il y a tout un module sel qui a été aussi validé versus biomarqueur. On peut savoir aussi si les aliments consommés sont des aliments bio ou pas. Donc ça, c'est important pour tout le volet sur pesticides et impact sur la santé. Et on peut indiquer aussi si c'était une journée de réveillon ou au contraire on était un peu malade, on a moins mangé que d'habitude. Tout ça, on le prend aussi en compte pour voir quelles sont les déclarations qui sont un petit peu bizarres en termes d'apport énergétique. On peut corriger aussi avec ces déclarations-là à la fin. Donc on a ensuite un récapitulatif, je passe. Et donc vous voyez que c'est vraiment un outil interactif en ligne qui permet de collecter une grande quantité d'informations. On a conduit tout un ensemble de travaux méthodologiques à l'époque, puisque l'usage d'Internet pour l'épidémiologie, c'était vraiment nouveau. Et donc, on a validé tous nos outils versus des modes de passation traditionnels. Donc, soit les questionnaires papier pour les questionnaires traditionnels, soit pour le questionnaire alimentaire ou l'activité physique. On a validé versus l'interview par un ou une diététicienne. Et on a montré qu'il y avait d'excellentes corrélations entre le mode traditionnel et ce mode-là, avec même des erreurs qui étaient évitées, soit parce qu'on avait des corrections qui étaient mises automatiquement dans les questionnaires. Quand on mettait une quantité qui semblait aberrante, il y a un contrôle qui apparaît, donc on demande de corriger. Et les sauts conditionnels, contrairement au questionnaire papier, où on ne sait plus à quelle page il faut aller, etc., là, tout est guidé en fonction de la réponse
tout est automatique. Et puis il y avait aussi un biais de désirabilité sociale qui était un petit peu réduit, les consommations de barres chocolatées, etc., qui étaient un peu mieux déclarées que quand on avait la diététicienne en ligne qui pouvait avoir un jugement, même si en l'occurrence elle n'en avait pas, mais le participant pouvait se dire ça. Donc finalement, voilà un outil qui montrait qui a fait ses preuves. Et puis on a aussi des études de validation versus biomarqueurs sanguins et urinaires de ces questionnaires en ligne qui sont des outils du coup validés. On a aussi fait plein d'autres travaux, puisque c'était nouveau tout ça, donc comment est-ce qu'on recrute les participants, quels sont les profils selon qui nous viennent de la presse écrite, selon qu'ils ont vu le Nutrinet à la télé, par d'autres biais. Donc on a fait pas mal de choses sur leur littératie aussi au niveau informatique, donc on a publié tous ces travaux méthodologiques. Et donc on a vraiment démontré l'intérêt de l'outil Internet pour l'épidémiologie. Quelques éléments d'information sur le suivi. On avait donc un questionnaire, un email par mois avec souvent des nouveaux questionnaires qu'on ne peut pas tout mettre dans le kit de base. Le kit de base, on le repose chaque année. On ne peut pas mettre des choses beaucoup plus lourdes à ce moment-là, mais donc on a des questionnaires intermédiaires qui viennent s'ajouter, plus le suivi des événements de santé et la publication régulière de nouveaux résultats. On avait donc ce volet clinico-biologique qui a été fait, vous voyez ici, sur la France entière, avec examen clinique, le test de force, des mesures d'impédance-métrie, pourcentage de masse graisse, masse maigre, etc., prélèvements sanguins, urinaires. On est en train de lancer là, le volet microbiote intestinal pour collecter sur 8 à 10 000 personnes les selles. On a ensuite donc, tous ces tubes-là qui sont transférés dans notre laboratoire central, centrifugés, et qui sont stockés au niveau de notre biobanque. Donc on a tout le sous-sol qui sont des congélateurs à moins 80 et qui stockent plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers là, du coup, de spécimens biologiques. Si je dois résumer, finalement, en Nutrinet, à la fin, on est avec une plutôt bonne représentativité géographique. On a des personnes de la France entière, on sous-représente un peu les DROM dans notre échantillon. Et par contre, alors on a une moyenne d'âge qui est à peu près 50 ans, à peu près la médiane est à peu près à 45 ans, donc moitié au-dessus, moitié en dessous. Et par contre, on a une forte surreprésentation des femmes, 78% de l'étude sont des femmes. Donc voilà, tout le monde est invité à participer et les hommes, voilà, encore plus d'incitation. Mais voilà, évidemment tout le monde. Et puis on a des premières choses qui étaient vraiment descriptives, et je vous montrerai que ça là, justement, je vous montrerai pas les derniers résultats de recherche qu'on verra là dans les derniers cours, mais les prochains cours. Mais on retrouve ici des choses assez flagrantes. Quand on parle de mondialisation et d'uniformisation des consommations alimentaires, on voit ici qu'on a encore de grosses tendances fortes de consommation, avec, vous voyez ici, beaucoup plus de consommation de fruits et de légumes dans les régions sud-est, notamment au soleil, et moins dans les régions nord. On a encore la France du beurre et la France de l'huile, ce qui paraît quand même aujourd'hui, vu que du beurre et de l'huile, on l'a dans tous les supermarchés de France, mais on a quand même tout à fait le plus de beurre en Bretagne et moins d'huile, et puis l'huile d'olive dans le sud-est. Donc c'est quand même des choses qui se retrouvent encore de manière flagrante dans cette étude-là. Pareil sur les régions traditionnellement consommatrices et productrices de charcuterie, de fromage, on a vraiment des spécificités régionales qui restent encore, donc ce sur quoi on peut se réjouir. Bon, moins d'un point de vue santé sur certains de ces aliments, mais en tout cas on a notre patrimoine culturel alimentaire qui perdure. Ça, j'en ai un petit peu parlé en leçon inaugurale, les inégalités sociales en matière de consommation de fruits, de légumes, de poissons, qui sont vraiment très importantes. Vous voyez les gradients de consommation de ces aliments avec le gradient socio-économique et le niveau d'éducation, niveau d'études. Pareil, donc, qui augmente avec le poisson et diminue avec la charcuterie quand on augmente le niveau d'études ou le revenu. Et puis qu'on peut superposer ces cartes-là aux cartes de situation d'obésité, donc plus dans le nord, moins dans le sud-est, qui là aussi, on est du domaine des études écologiques départementales, mais qui sont quand même de bons indicateurs en termes de santé publique. On a fait plein d'études après sur les liens avec la santé, et donc c'est là où je vous dis, je fais durer un petit peu le suspense, mais il va y avoir des cours thématiques qui vont permettre de développer tout ça. On a des cours, par exemple ici, où on a montré des liens entre des scores nutritionnels et donc par exemple le score d'adéquation aux recommandations du World Cancer Research Fund sur la prévention des cancers, et où on a montré que les personnes qui adhéraient mieux à ce score, qui cochaient toutes les cases, ou la plupart des cases, avaient moins de risques de différentes localisations de cancer au global, cancer du sein, au colorectal. Donc c'était des choses qui étaient intéressantes et qui permettaient aussi empiriquement de valider ces scores. On a travaillé sur la vitamine D aussi. Là, on a couplé Suvimax et Nutrinet, où on a développé un score pour essayer de screener les personnes qui étaient le plus à risque d'avoir des déficiences en vitamine D, en statut sanguin, avec des caractéristiques simples, qu'on pouvait faire un petit questionnaire dans la salle d'attente du médecin. Et on a validé ce score versus des prélèvements sanguins.
à la fois dans Suvimax et dans Nutrinet Santé. Donc on a publié ce type de résultats. On a montré aussi, on s'intéresse maintenant aussi aux patients, donc on a montré les variations de poids entre avant et après un diagnostic de cancer, avec notamment des localisations où on risquait plus de perdre du poids, mais d'autres où il y avait un risque de prendre du poids qui pouvait être délétère pour le cancer en cours et pour après. Donc il y a là aussi un tableau qui n'était pas manichéen et qui pouvait varier selon le sexe et selon aussi le statut socio-économique et différents paramètres. Et puis, on a beaucoup publié, et ça sera l'objet des prochains cours, sur les aspects aliments ultra-transformés, additifs alimentaires et santé, sur les aspects liés à la durabilité, le bio, l'impact environnemental de l'alimentation, les résidus de pesticides et liens avec la santé, et puis sur les aspects aussi validation du Nutri-Score et lien avec le risque de maladies chroniques et d'autres études, d'autres types de travaux. Donc ça, voilà les cours, vous avez le planning des cours que vous pouvez retrouver sur le site du Collège de France sur ces thématiques-là. Et puis, on aura aussi l'occasion d'aborder dans le dernier cours, je crois que c'est le dernier cours, plein de thématiques plus émergentes dans l'équipe sur les déterminants psychologiques positifs, par exemple des comportements alimentaires, les déterminants géographiques aussi. On a géolocalisé les participants et on peut voir l'influence de là où ils habitent, des supérettes ou des terrains de foot ou de sport autour d'eux et le lien en tout cas que ça a avec leur comportement, alimentation, activité physique, des questions sur la végétalisation de l'alimentation, sur le microbiote, sur toute la problématique du sucre et des boissons sucrées, index glycémique et toutes les variables associées. On lance un projet en recherche participative sur les étudiants. On va s'intéresser aussi à la combinaison plus globale de toutes les expositions avec une approche exposome. On s'intéresse aussi non seulement à ce qu'on mange, mais aussi à l'heure à laquelle on mange, donc avec la question des rythmes nutritionnels circadiens, les aspects nutrition et immunité, et puis essayer de toujours améliorer nos mesures, ici par exemple avec des capteurs pour l'activité physique. Donc tout ça, j'aborderai notamment dans le cours du 13 juin sur les perspectives de recherche et les travaux actuels et futurs sur Nutrinet. Donc vous le voyez, au bout de ces 14 ans de recherche, j'ai quasiment fini. On a déjà plus de 250 publications sur l'étude, plusieurs milliers de présentations dans des congrès et des mesures, des résultats qui finalement ont impacté la santé publique en changeant les recommandations, en produisant des outils comme le Nutri-Score par exemple et en les validant dans ces grandes études. Donc l'important aussi à rappeler, c'est que c'est une étude publique. Donc pour Nutrinet, on est donc uniquement des financements de structures publiques ou associatives à but non lucratif, et c'est important pour garantir l'indépendance de la recherche. L'appel à volontariat, je vous en ai déjà parlé. Et puis, évidemment, donc j'ai fait un focus pour vous donner cette idée des coulisses des études, parler de ce que je connais le mieux. Mais il y a d'autres études en France qui ont collecté des informations sur l'alimentation et liens avec la santé. Après, c'est sûr que Nutrinet, on est vraiment spécialisé là-dessus, donc on a vraiment le plus gros niveau de détail en termes d'études d'observation là-dessus, parce que c'est vraiment notre cœur de métier. Mais il y a aussi beaucoup d'autres collègues qui ont travaillé et produit des choses très intéressantes chez l'enfant, chez les adolescents, les étudiants. Et puis la cohorte E3N et E4N, dont j'ai commencé à dire un mot, qui constitue la partie française de la cohorte européenne EPIC, dont on va entendre parler maintenant par le professeur Elio Riboli. Donc pour conclure, je voulais aussi adresser, je l'ai fait en leçon inaugurale, mais je le refais là, un merci à tous les volontaires de nos études, depuis les années 90, Suvimax, Sufolum 3 et puis maintenant Nutrinet Santé, parce que c'est vraiment ensemble qu'on fait progresser cette recherche publique sur les relations entre alimentation et santé. Et puis une recherche qui a un impact concret, réel dans la société pour la prévention des maladies, qui permet d'aboutir à des outils, améliorer le contenu des applications, créer des outils comme le Nutri-Score ou autres, et dire aussi qu'on va aller vers une approche de plus en plus participative, parce que si certains nutrinotes sont dans la salle, on a parfois la question de oui, mais jamais on revient vers nous pour nous dire ce qu'on a mangé, nous faire un petit bilan. C'est vrai parce qu'on est assez frileux, parce qu'on ne veut pas non plus intervenir dans le cadre de nos études d'observation sur les comportements des personnes, mais on va essayer aussi de progresser par rapport à ça, et on commence à avoir des projets où on va vraiment aussi co-construire les hypothèses de recherche, les protocoles avec certains participants ou patients témoins qui vont venir nous aider avec plus d'interaction avec les chercheurs, et j'en parlerai aussi dans le dernier cours de juin de cet aspect recherche participative. Voilà, le programme pour la suite. Professeur Elio Riboli tout de suite. Donc on laisse passer les 15 jours des vacances scolaires et puis on se retrouve le 9 mai ensuite sur les aspects ultra-transformation, additifs alimentaires avec également Benoît Chassin et puis toujours le programme de la chaire sur le site du Collège de France.
Je vous propose, comme la semaine dernière, de prendre les questions à la fin du séminaire et on les prendra de manière conjointe avec le professeur Eboli pour ne pas retarder le démarrage du séminaire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.